Bienvenue pour cet après-midi. La première session qui est intitulée Atmosphère variable. Il y a plusieurs participants et je vais vous présenter les premiers participants. Il s'agit de Nicolas Reeves et de David Saint-Onge. Nicolas Reeves a étudié à l'Université de Montréal architecture et physique, au MIT architecture. En 1995, il a fondé le laboratoire Renexi Gestatio, dédié à la recherche-création en art, architecture, design et informatique. Il a dirigé l'axe de recherche en vie artificielle et art robotique de l'Institut Hexagramme, de recherche-création en art et technologie médiatique, avant d'en devenir le directeur scientifique de ce même institut de 2001 à 2008. Nicolas David est professeur en génie mécanique à l'École de technologie supérieure, où il a fondé et dirige le laboratoire INIT Robot, dédié à l'interaction naturelle et intuitive pour la téléopération de robots. Il est titulaire d'un doctorat en génie mécanique spécialisé en robotique spatiale, ainsi que 2 maîtrises, l'une en contrôle des aéronefs et l'autre en gestion de projet. Avant de se consacrer à la recherche en robotique, il a travaillé pendant près de 10 ans dans le domaine des arts, collaborant avec plus de 30 artistes à travers le monde en tant que directeur de production et ingénieur en recherche et développement de médias interactifs. Donc, je vous demanderai de venir en avant. Et puis, leur communication s'intitule « Poétique technologique en champ extrême de contraintes, l'exemple des cavernautes ». Alors bonjour, un détail peut-être qui n'en est pas un et que j'ai oublié de mentionner, c'est que David et moi on collabore sur les projets depuis combien d'années maintenant ? 21 ans, je pense. Oui, quelque chose comme ça. Majoritairement. Partenaire de à peu près l'ensemble de mes projets de recherche-création depuis ce temps-là. Et donc le projet que vous allez voir, c'est un projet qui a vraiment été créé de façon symbiotique par nos 2 laboratoires, par nos 2 expertises, par nos 2 compétences. En 2017, la caverne de Saint-Léonard, qui est une petite caverne dans le nord-est de Montréal, qui était dédiée essentiellement à l'apprentissage de la spéléo, un cours de mini-spéléo pour les amateurs, s'est révélée beaucoup plus vaste et plus profonde que prévu. Des galeries ont été découvertes, des galeries qui ont prolongé la distance par un facteur 10 et qui ont une configuration tout à fait étonnante. Et quand on a vu ça, comme ces galeries ne sont pas encore accessibles au public, elles le seront d'ici 2 ou 3 ans vraisemblablement, on a décidé de présenter une œuvre, un travail de recherche-création à l'intérieur de ces galeries pour les faire connaître et pour précisément que les Montréalais réalisent qu'ils ont dans leur sous-sol, en dessous d'un quartier très très quotidien avec des triplex, des enfants qui jouent, etc., des paysages qui évoquent pratiquement le voyage au centre de la Terre de Jules Verne et à notre proximité immédiate. Et on a décidé pour ça d'installer, de faire voler dans cette caverne un automate volant qu'on appelle un aérostabile. Qu'est-ce que c'est qu'un aérostabile ? C'est un hybride de drone et de dirigeable, c'est-à-dire que ça vole comme un dirigeable et c'est contrôlé comme un drone. C'est une enveloppe qui est munie d'un exosquelette externe qui lui donne une certaine rigidité. Vous voyez ici par exemple un aérostabile qui s'appelle un Trifon, qui mesure 2,20 mètres de côté et qui vole dans une immense caverne, la grotte de la Verna, dans les Pyrénées-Atlantiques, et qui a pu explorer des zones inaccessibles de la voûte. Alors, les aérostabiles sont configurés de façon à répondre très précisément aux circonstances du contexte, donc leur forme peut être ajustée. Et il se trouve que la caverne de Saint-Léonard, la nouvelle section, ce sont des galeries verticales très étroites. Et vraiment très étroites, on peut pratiquement toucher avec les 2 mains. Et là, vous voyez la reconstitution des parois qui a été faite justement grâce à l'équipe de David, avec des lidars qui ont été se promener à l'intérieur et qui montrent une reconstitution d'une partie de la caverne. Et la seule forme à peu près plausible, c'était cette forme en grand cylindre verticaux, cylindre allongé, un peu comme grand personnage qui évolue à l'intérieur de la caverne, ce qui pose un certain nombre de difficultés techniques, entre autres en termes de stabilité, en termes de flottaison. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Image suivante. La caverne de Saint-Léonard est une caverne glacio-tectonique. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que ça n'est pas une caverne d'érosion. Elle n'a pas été créée par l'érosion, elle a été créée par la dislocation des couches supérieures de calcaire au moment du retrait des grands glaciers dans Montréal, ce qui lui donne cette apparence pratiquement d'un environnement construit avec ses parois verticales, ce
plafond horizontal de la surface de l'eau, qui a fait en sorte que, quand elle a été découverte en 2017, il y a même eu des théories qui disaient que les Égyptiens étaient venus à Montréal et avaient construit des galeries. Et pour vous donner une idée des difficultés d'accès, on navigue avec des kayaks gonflables et les conditions d'accès ne sont pas du tout évidentes. Et donc, on avait déjà là quelques contraintes assez sévères pour arriver à installer nos aérostabiles à l'intérieur. Image suivante, s'il vous plaît. Voilà l'équipe, une partie de l'équipe. Je dois dire que le nombre de personnes impliquées dans ce projet était de l'ordre d'une vingtaine, avec différents rôles et différents statuts. Vous voyez ici David, mais je veux mentionner en particulier Afsané, qui a été absolument extraordinaire, l'étudiante ici, Georges, puis Louis, qui a été vraiment essentiel dans le développement du projet. Et évidemment, comme ça n'est pas visitable, c'est un véritable équipement de spéléo qu'il faut avoir pour aller non seulement visiter, mais également arriver à installer quelque chose. Ici, c'est une autre vue des nuages de pointe. Je trouvais que l'image était très belle. C'est une image de la caverne en 3 dimensions, avec les nouvelles galeries. L'image suivante. Au départ, on avait beaucoup d'ambition. On voulait immerger des éclairages, des dispositifs d'émission sonore, faire voler les cavernautes et tout diffuser en streaming. Mais comme vous allez le voir, nos ambitions ont été un petit peu compromises. Mais je voulais quand même vous montrer ces photos où là, justement, c'est lumière dans l'eau. On avait de très très beaux effets de diffusion aquatique. Et voilà, on souhaitait que ça puisse être montré. Image suivante. Et voilà le champ de contraintes auquel on fait affaire. Alors, si vous avez une des couloirs d'accès, donc vous voyez, déjà, c'est pas de la spéléo, ça n'est pas de la spéléo nécessairement très simple. Et les contraintes auxquelles on fait face, c'est la configuration des galeries, qui sont très longues et très étroites, les galeries d'accès étroites et tortueuses, il y a des endroits où il faut carrément ramper, des galeries inondées jusqu'à 5 mètres d'eau, absence de plateforme de travail, les surfaces horizontales sont très très rares, et donc un espace de travail très restreint, ce qui veut dire qu'une partie du travail se fait sur des kayaks flottants gonflables, amener l'électricité, amener de l'hélium, et le respect de l'environnement, parce qu'évidemment, on ne veut ni endommager les parois, ni laisser à l'intérieur de la caverne des équipements électroniques avec des métaux lourds. Enfin, on part sans laisser de traces. Image suivante. Voilà comment on y répond à ces contraintes. La configuration des galeries, comme je vous l'ai montré, ce sont des aérostabiles cylindriques, très verticaux et très étroits. Pour arriver à y rentrer, il a fallu compacter le cavernaute dans un format extrêmement restreint pour arriver à passer, parce qu'il ne passait pas du tout dans ces dimensions gonflées. Donc les galeries inondées, il a fallu travailler sur des petites embarcations parce qu'on n'avait pas de sol stable. Comme l'espace de travail est très restreint, il a fallu optimiser le travail en amont, faire tout ce qu'on pouvait faire en amont avant de rentrer dans la caverne avec les cavernautes. L'alimentation électrique et le réseau, les passages des câbles, un câble électrique c'est une centaine de mètres, le câble réseau c'est jusqu'à 300 mètres qu'il fallait passer dans ces couloirs, et puis l'alimentation en hélium, passage d'un tuyau d'alimentation d'une centaine de mètres. Et puis le respect de l'environnement, c'est sans laisser de traces. Image suivante. Alors, je fais une petite parenthèse archimédienne pour vous montrer les problèmes auxquels on a fait face. Pour avoir un objet gonflable, un objet qui est gonflé à l'hélium, pour qu'il vole le mieux possible, la forme idéale, c'est une sphère. Le volume de la sphère grossit comme le cube de son rayon, et la surface comme le carré de son rayon. Vous avez ici les deux courbes. Et comme c'est l'hélium qui est à l'intérieur de la sphère qui donne la force levante, le volume est très important. Le volume détermine directement la force levante. La surface, c'est une charge morte, donc c'est elle qu'on essaye de diminuer. On essaie de diminuer la masse de la surface. Et vous voyez ici les deux courbes. Vous voyez la courbe du volume qui est en R cube, qui monte, et la courbe de la surface qui est en R carré. Et au moment où le volume compense le poids de la surface, ça s'envole. On le voit ici un petit peu en gros plan ici. Donc, pour un aérostat, la forme idéale, c'est une sphère parce que c'est la forme qui minimise la surface pour un volume donné. Si on passe à l'image suivante, on voit que nous, le cylindre allongé, c'est une forme qui est l'inverse d'une forme optimale, pour laquelle on a inventé avec un ami le terme pessimal, c'est exactement à l'opposé du forme optimale. Parce qu'un cylindre, c'est déjà, a priori, c'est loin d'une sphère, mais plus vous l'étirez, plus il ressemble à une aiguille. Puis dans une aiguille, vous pouvez avoir un volume pratiquement nul avec une surface qui n'est pas nulle. Donc ça vole très très mal. Et on s'est trouvé face à cette contrainte
critique dont dépendait le reste du projet, il était impératif de réduire la masse de l'enveloppe. Et ça, on n'est pas les premiers à avoir essayé ça, et ça a été notre plus gros défi. Image suivante, donc ça c'est le premier test de l'enveloppe sur un cavernote qui s'appelait MK1PU pour polyuréthane, dont la densité de surface était de 70 grammes au mètre carré, c'est bien ça. Et le problème, c'est qu'évidemment, on peut amincir l'enveloppe tant qu'on veut, mais à un moment donné, l'hélium passe à travers. L'hélium, c'est une molécule absolument minuscule et qui passe à travers les membranes les plus étanches. Donc le polyuréthane est efficace, mais on ne pouvait pas descendre en dessous de 70 grammes par mètre carré. Donc on a fait premiers essais avec cette surface, on peut passer avec ce matériau. Et voilà la façon dont on a géré la compaction de la surface. Ça, c'est grâce justement au travail, entre autres, de David et de Louis sur les structures déployables, où on a vraiment un objet en forme d'origami qui est plié de façon hélicoïdale, qui se transporte à plat et qui s'assemble automatiquement quand on le gonfle. Quand on le gonfle, il se dévisse pour se bloquer finalement pour obtenir cet objet-là. Et qui détermine également son exosquelette. Image suivante. Alors, image suivante, je crois qu'on a une vidéo. Voilà, ça sont les premiers essais en laboratoire. Ici même d'ailleurs. On voit l'objet qui se promène, un grand personnage tourné sur lui-même, et on voit qu'il maintient quand même une belle stabilité. Le seul moteur se trouve au sommet, c'est un moteur qui peut orienter l'objet dans toutes les directions et le faire tourner. Image suivante. Et la charge utile était tellement limite, même avec cette membrane ultra légère, qu'un seul cavernote ne suffisait pas pour porter les batteries, tous les équipements qu'on voulait mettre dessus. Donc on était obligé d'en mettre deux. C'était des cavernotes siamois qu'on a connectés avec des membranes ultra légères. Vous voyez ici Louis qui est sur son, et Georgie, je pense, qui sont sur leur bateau et qui gonflent. Et vous voyez le gonflage à l'intérieur de la caverne. Vous voyez les conditions de travail sont extrêmement restreintes, extrêmement étroites, et là on n'est même pas au lieu d'installation, il faut ensuite les déplacer. Et voilà maintenant les cavernotes siamois qui sont prêts à voler. Donc il les a installés, ils étaient prêts à voler. Et immédiatement après, quelques jours après, image suivante, on a connu les pluies les plus diluviennes de la région. La caverne a été inondée, les cavernotes ont été écrasés contre le plafond de façon irrécupérable. Donc, ça nous a forcé à... On a une vidéo au milieu. Ça nous a forcé à revoir nos ambitions de l'étude d'alimentation en hélium. Et Louis et Georges qui maintenant peuvent se déplacer dans leur canot en s'appuyant sur le plafond. Image suivante. Alors on a mis en route de façon accélérée une seconde phase de la recherche qui était le développement d'une membrane ultra légère comme il n'en existe pas. Donc on a utilisé un polyéthylène à faible densité, pas du tout étanche à l'hélium, qu'on a étanchéifié par un composé de micro-billes de verre pour colmater tous les pores. Et là on entrait dans quelque chose qui était presque d'ordre chirurgical. Si vous regardez les images suivantes, c'est les deux vidéos. Pour étanchéifier, il faut pulvériser dans une chambre à filtre avec le costume un peu de spationaute. Image suivante. Et malgré toute la technologie qui est en arrière, une grande partie du travail se fait de façon artisanale, un peu comme une espèce de haute couture technologique avec cette forme compliquée. Vérification aux ultraviolets pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite de porosité à l'intérieur. Et il y a des zones qu'il faut absolument étanchéifier de façon manuelle. On continue. Et voilà l'enveloppe finale en chambre de pulvérisation. Image suivante. Et mission accomplie par Salé, et c'est Georges qui est là. Rodrigo. Et on est arrivé à une densité surfacique de 40 grammes par mètre carré, ce qui est très important, qui est un exploit par rapport aux 70 grammes, et c'est une première. Image suivante. Et là, on a donc ces deux vidéos. On a donc le nouveau cavernote qui, quand on l'a vu voler, quand je l'ai vu voler, j'ai l'impression de voir le croisement entre une bulle de savon et une aile d'insecte quelque part avec ce exosquelette réticulé. Malgré son aspect extrêmement précaire et fragile, a quand même une très bonne résistance. L'image suivante. Et grâce à cet objet, on a pu aller installer les cavernotes à l'intérieur de la caverne. Le cavernote, on n'a pu en faire qu'un seul à l'intérieur de la caverne. L'image suivante. Et on se trouve finalement à se promener dans cet environnement tout à fait étonnant,
et a trouvé d'un seul coup cette espèce d'être hautement technologique. On dirait qu'il habite là depuis une éternité. Et c'est cette poétique technologique, elle est liée à elle est faite de 3 principes, 3 concepts. D'abord, l'objet est largement déterminé par le dialogue avec un champ extrême de contraintes. Donc c'est presque symbiotique, la relation entre la forme de l'objet et son environnement, la relation symbiotique au lieu. Et la partie peut-être la plus essentielle, c'est cette exploration des interstices de liberté artistique laissés par le contexte. Il faut savoir que même dans les conditions les plus critiques, on peut toujours faire de l'art. Peu de gens sont au courant qu'il y a 2 œuvres d'art qui ont été déposées sur la Lune, on n'y aurait pas pensé comme tel, mais c'est un fait. L'image suivante. Et donc voilà, je vous laisse, je vous présente ces 2 dernières images du cavernaute dans son environnement, au-dessus de sa galerie inondée. Ça a été là où on a pu se rendre compte tenu des circonstances et du contexte. Et puis je vous présente en dernier lieu ce que j'appelle Core Team, ou l'équipe de cœur, c'est David, Afsané, Georges et Louis, une équipe très largement internationale, qui ont été vraiment au cœur du projet. Dernière image, et on peut démarrer la vidéo pendant peut-être 30 secondes pour Louis qui est en train de s'attaquer les caméras. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Deuxième participante, Valentine Offan. Valentine est diplômée de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, d'un master en design graphique et multimédia. Elle a une pratique pluridisciplinaire entre art et astronomie. Ses sujets de réflexion concernent les liens entre ces 2 disciplines. Elle souhaite approfondir ce champ tout au long de sa thèse recherche-création, actuellement en développement au doctorat en études de pratique des arts, en collaboration avec le planétarium Rio Tinto Arcan. Ainsi, dans la clarté de la nuit, elle observe les astronomes et revisite leurs interprétations qui changeront le futur. Sa recherche plastique, véritable archéologie de la lumière, invite à la rêverie, au partage avec autrui par le récit et l'expérimentation. Et sa présentation est intitulée « Récit pratique, immerse stellaire, une thèse entre art et astronomie ». C'est ça, tout à fait. Donc, je suis très contente d'être ici parmi vous pour présenter mon projet de thèse en recherche-création à l'UQAM. Donc, moi, je vais vous emmener dans les étoiles pour faire suite à la présentation de Nicolas Rive. Et je travaille particulièrement sur les données des météorites. Comme vous pouvez le voir sur cette image, donc vraiment, je mets au centre le public et j'utilise donc les arts visuels ainsi que l'astronomie pour m'inspirer du récit de pratique que je vais vous faire de ma création qui s'intitule Immerse stellaire. Donc, sachant que c'est une thèse en recherche-création, vous le savez, il y a 50% de recherche et 50% de création. Donc l'un et l'autre s'alimentent. Et ma thèse s'intitule Météorite, une approche artistique des données météoritiques. Et ça fait très longtemps que finalement j'observe le ciel et je pense que toutes et toutes, quand on regarde le ciel, on sent un émerveillement qui nous touche, sachant que ça nous ramène à nos origines en tant qu'humains. Si je reprends les propos de l'astrophysicien québécois qui disait qu'on était des poussières d'étoiles, je pense qu'il y a vraiment quelque chose où l'émerveillement nous touche, comme vous avez peut-être pu le vivre l'année dernière lors de l'éclipse totale du 8 avril qu'on a eu la chance de voir à Montréal. Donc pour moi, c'est quelque chose qui... C'est quelque chose, comme je vous dis, que j'ai commencé lors de ma maîtrise aux arts décoratifs de Paris, dans le cadre d'une collaboration avec l'Observatoire de Paris. J'ai eu la chance de passer une nuit dans la cathédrale du ciel, donc c'est le terme poétique qu'utilisent les astronomes pour parler des observatoires. Et pour moi, c'est quelque chose de vraiment intéressant en tant qu'artiste de m'immerger dans ce milieu scientifique et donc de travailler en transdisciplinarité avec les astronomes et pour peut-être aussi les faire se questionner sur leurs propres pratiques quotidiennes. Par exemple, mon professeur de l'époque disait qu'il allait enregistrer avec moi les chants de la baleine quand on partait dans l'observatoire pour enregistrer les changements de longueur d'onde qu'on peut avoir lorsqu'une coupole en fait tourne. Et puis pour pouvoir en fait observer les étoiles, on doit combler la rotation de la Terre et donc ça produit des bruits et ces bruits je les avais enregistrés et c'était vraiment aussi de rendre compte des choses du quotidien des astronomes qu'ils avaient presque oublié en étant toujours sur place et pour eux c'était plus pour faire des observations scientifiques. Donc j'ai vraiment plaisir à jouer
entre ces deux domaines et d'être dans cette frontière pour questionner finalement aussi la manière de faire de la recherche et proposer des méthodologies de recherche-création en recherche et donc en fait avoir des discussions, des fois des discussions confrontations, sachant que en fait je travaille donc au Planétarium de Montréal pour ce projet de thèse en recherche-création, donc j'ai la chance de faire partie de l'équipe et d'être suivie par une astrophysicienne spécialisée dans les traversées de comètes et puis de météores. Elle s'appelle Oriane Ogad et donc elle travaille aussi elle travaille à la réserve de météorites du Planétarium. Et moi, donc, j'utilise ces données, sachant qu'ils ont la plus grande collection de météorites du Québec, pour m'inspirer, pour créer mon œuvre Full Dome. Donc, je travaille avec ce médium je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans un planétarium ou encore à la SAT, donc on peut retrouver la Satosphère. C'est mon endroit, en fait, mon ancrage un peu ici, sachant que je suis arrivée au Canada à la SAT, où j'ai pu travailler au labo d'expérience immersive, donc aux côtés de l'innovation et au MetaLab. Et je me demande finalement comment les problématiques astronomiques peuvent s'enrichir des échanges avec l'art et vice-versa. Et comment ma proposition artistique va questionner donc l'apport de l'immersion collective et interactive dans la perception des récits. Donc comme je vous disais, des chasseurs de météorites, des pierres tombées du ciel qui pour moi éveillent tout particulièrement mon imaginaire. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire dans les dômes où il y a des manières de projeter, sachant qu'au Planétarium, ils ont 2 théâtres immersifs où sont souvent projetés des films sur l'astronomie, forcément. Mais c'est rare que les 2 types de profils collaborent, donc entre artistes et scientifiques. Et donc j'essaie vraiment d'ouvrir vers la transdisciplinarité et de dialoguer justement le plus possible avec mes collègues et pour les faire se re-questionner sur la perception de leurs propres données. Donc mon projet, comme je vous disais, s'intitule Immersellaire. Je vous ai mis un petit peu les questions que je souhaite résoudre en espérant après mon doctorat en études et pratiques des arts et comment finalement ça va peut-être permettre de relier la science, l'artiste et le public. En tout cas, c'est ce que j'aimerais faire. Et surtout de placer mon public comme spectateur, mais aussi acteur principal de l'œuvre, et de l'emmener à devenir lui-même chasseur de météorites sous les dômes du planétarium, et d'aller chercher ces pierres, et de vivre l'expérience en tant que telle, et peut-être revenir avec, et pour avoir cet objet finalement, souvenir de son expérience sous dôme, qui relierait, j'avais développé l'idée de 3 présents, donc un présent passé, un présent présent, et un présent futur. Et dans cette idée, c'était de relier finalement le présent-passé. Quand on parle d'astronomie, on voit des choses qui sont très lointaines, éloignées, et on peut parler presque d'archéologie de la lumière. En tout cas, c'était le terme qu'utilisait mon professeur. Et il parlait aussi de vagabond intergalactique quand il parlait des amas stellaires. Donc il y avait vraiment toute cette poésie du langage dans son quotidien que j'utilisais moi pour créer cette expérience, et je continue ce travail de recherche au planétarium. Je vais vous montrer des premiers visuels que j'ai pu réaliser. Donc c'est des lamins de météorites en lumière polarisée. On fait des observations au microscope pour classer les différentes roches de la collection. Et les images, pour moi, sont vraiment incroyablement belles et méritent en fait d'être mises en valeur et de montrer finalement cet invisible, qui est un quotidien de chercheuse que peut faire Oriane. Dans elle, une classification, et je souhaite vraiment mettre en avant le côté sensible et esthétique de ces données scientifiques qui parfois peuvent nous paraître dures à comprendre ou un peu éloignées, et de ramener l'humain vraiment au centre et de les mettre dans ces dômes, de pouvoir projeter comme ça de manière immersive ces météorites, et de travailler du coup vraiment en codisciplinarité, je dirais même, avec Oriane pour permettre une meilleure sensibilisation et transmission du public, parce que des fois c'est dur d'attirer, de marquer et de garder l'attention des spectateurs, ou en tout cas c'est peut-être sur des durées plus courtes, et là vraiment qui ressortent en ayant vécu une expérience particulière et qui les marque sous la forme d'une conférence performance, où moi-même je vais jouer le personnage aussi de chasseuse de météorites, de me passer comme une chercheuse qui partirait à la recherche de ces pierres tombées du ciel. Et c'est pour ça que je vous avais mis une image de Agnès Meyer-Brandis qui, elle, va recréer aussi des fictions lunaires en élevant une colonie d'oies, comme si on pouvait avoir une colonie d'oies sur la Lune. Et elle se met elle-même en scène dans ces présentations plastiques. Et donc c'est ce que j'aimerais bien faire également en me basant sur les propos de Frédéric Aït-Fouati, de mettre en place la fiction, le récit et les images pour permettre cette transmission sous le dôme.
et de redéfinir finalement le monde en fait, des chasseurs de météorites. De travailler, donc, comme je vous le disais, en transdisciplinarité, voire même codisciplinarité, sachant que je suis en deuxième année, je suis encore en train de définir mes termes au fur et à mesure, mais de finalement d'utiliser le dôme comme un troisième espace, un espace de tous les possibles aussi, de présenter, peut-être de cartographier la recherche-création sous le dôme, mais également de combiner l'art et l'astronomie et d'amener mes spectateurs à devenir les chasseurs de météorites. Donc là, je vous ai mis un portrait de Oriane, ça a été fait dans le cadre des parcours scientifiques de Montréal, où les musées d'espace pour la vie font des focus sur chacun de leurs chercheurs et chercheuses. Et elle a un parcours assez impressionnant et c'est elle qui m'a donné aussi envie de continuer en recherche et de partir justement vers cette aventure où on fait du bricolage méthodologique finalement, qu'on utilise aussi le côté agir créateur, les procédés réflexifs et qu'on essaye ensemble de mettre au jour et de faire naître ce projet de collaboration et de finalement éveiller une autre manière de voir le monde qui nous entoure et questionner finalement des fois ce qu'on pourrait penser comme évident ou de proposer différentes vérités ou manières de transmettre et de parler de la science et de la recherche pour essayer peut-être démystifier le côté, on en parlait au tout début, mais de la dichotomie qu'on peut faire entre sciences dites plus dures et sciences souples et voir un petit peu comment on peut justement prendre appui là-dessus et en jouer et montrer ça sous le dôme, du coup directement, sous la forme, donc je vous disais, de conférences performances, mais je donne aussi des ateliers. Donc, il y a eu différents ateliers qui ont été menés, dont un à l'Astrofestival. Donc l'Astrofestival, c'est un festival d'astronomie. Je vous invite vivement à venir cette année, qui est au Planétarium de nouveau. C'est sur le premier week-end de juin, donc le 7 et 8 juin. Et j'avais donné un workshop donc, de météorites imaginaires. Nous avons ramené des petits exemples. Et en fait, on pouvait créer sa propre roche et lui créer son identité. En fait, je lui donnais vraiment une voix, donc créer une sorte de poésie pierreuse. Et on est en train de déployer ça avec le nouvel outil qui vient d'être acquis au Planétarium, qui est un détecteur en fait de magnétisme, sachant que les météorites, c'est des roches ferreuses. Et quand on passe du coup ce détecteur, ça crée des sons et des voix, un petit peu comme si les météorites avaient quelque chose à nous apprendre sur nos origines, nos anciennes origines. Et donc là, je vous ai mis un des tiroirs de la réserve qui sont un petit peu, pour moi, c'est un petit peu comme une grande malle au trésor où on peut les tirer et on découvre des spécimens qui finalement pour l'instant ne sont pas encore montrés au public, donc aussi comment mettre en valeur la collection du Planétarium de Montréal et de revoir la manière de montrer finalement la science. Et enfin, je voulais vous parler des sciences participatives parce que pour moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire que l'expérience ne s'arrêterait pas seulement sous le dôme du chaos du planétarium, mais en fait on pourrait aussi dans la vie de tous les jours devenir chasseuses et chasseurs de météorites, sachant que je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais il y a un réseau de caméras qui est posté un petit peu dans tout le Québec qui s'appelle Dôme, et c'est des caméras type fisheye qui permettent des captations du ciel de nuit comme de jour à 360 degrés et qui permettent de voir s'il y a des bolides qui traversent l'atmosphère. Donc la bolide, c'est la queue de la comète qu'on peut voir et il y a toujours une partie qu'ils appellent le vol sombre. Donc avant qu'elle tombe, elle disparaît des caméras et c'est là qu'elle tombe de manière, on pourrait penser qu'elle tombe droite parce qu'elle va très vite, mais non, elle va tomber en feuille, on va dire. Et donc ça fait que les zones de recherche sont énormes. Et ils invitent justement les citoyens et les citoyennes à partir à la recherche et à la quête de ces pierres qui nous viennent d'un temps révolu et qui nous renseignent aussi sur nos origines. Donc vous avez peut-être entendu parler que le 2 mars 2025, il y a justement une pierre qui est tombée aux alentours de Drummondville. Et c'était la première fois qu'il y avait vraiment des captations au Québec d'une météorite. Et je lance ça, mais elle n'a toujours pas été retrouvée. Donc si vous voulez être le prochain et heureux élu chasseur de météorites avec une trouvaille, elle est toujours en recherche parce qu'il y avait eu de la neige et du coup avec la fonte, il y a peut-être un espoir que la pierre puisse être retrouvée. Voilà, je vous remercie pour l'attention que vous avez pu porter à ma présentation. Merci beaucoup. On va passer à la troisième présentation. Patrick Gauvin. Patrick Gauvin est titulaire d'une maîtrise en éducation. Il enseigne la création 3D, la créativité et ses processus
à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, campus Montréal. Il poursuit parallèlement ses études doctorales à l'Université Concordia. Sa méthodologie en recherche est entre autres guidée et motivée par le désir de proposer des alternatives immanentes à la transcendance numérique et aux archétypes qui en émergent. Son travail consiste alors à synthétiser et assembler les environnements habités par le corps et parcourus par la marche pour ensuite les reterritorialiser dans l'espace numérique de manière à en faire émerger des aspects fictionnels et des caractères narratifs. Étant guidé par l'expérience tangible et proprioceptive du lieu et des affordances offertes, la démarche sensible dont il est question tend à favoriser une cognition incarnée. Le processus créatif s'exerce le plus souvent de manière participative, marche accompagnée, ou à travers la mise en place de stratégies collaboratives interdisciplinaires. Sa communication est intitulée Récit de pratique, nagologie et écriture de bière. Patrick, c'est Oui, à toi. merci. D'ailleurs, c'est presque terminé après la lecture du texte. C'est excellent. Alors, c'est bien introduit. En fait, je suis dans le milieu de l'enseignement depuis 22 ans à peu près. Puis, dans le fond, je réalise que en création numérique, un des plus grands défis, c'est de trouver des manières de renouveler l'imaginaire, considérant de plus en plus aussi qu'on utilise des moteurs de recherche, l'intelligence artificielle pour générer des idées. En tant que en tant que chercheur, créateur, mais aussi en tant qu'enseignant, je réalise que finalement, de tous les côtés, on a tendance à utiliser des outils numériques qui font en sorte qu'on peut regarder un petit peu, si on fait une recherche avec le mot famille, par exemple, on va trouver évidemment un récit un peu canonique de la famille qui est extrêmement positif, qui est associé aussi à certaines particularités au niveau de la couleur de la peau, au niveau du nombre d'enfants. Puis quand on analyse les photos, c'est intéressant parce qu'on réalise finalement qu'il y a comme une représentation qui va être d'une certaine façon fournie par la machine. Donc souvent des contre-jours, des silhouettes, une lumière qui est transitionnelle, souvent crépusculaire. Et j'ai fait le même exercice avec des moteurs, pas des moteurs, mais des générateurs d'images à partir de texte. Puis on réalise aussi que les mêmes stéréotypes reviennent en fait. Donc on développe un imaginaire qui est assez impersonnel en fait. Puis c'est certain que si on utilise ce genre de référence pour créer des imaginaires numériques, bien, on tombe dans une espèce de gouffre de reproduction. Je pense tantôt, j'ai oublié son nom, M. Maheu, qui a présenté un truc similaire à ça, au niveau de la transcendance numérique. Donc, c'est un peu à partir de ça que je me suis dit, utilisons la recherche-création comme un outil qui va me permettre d'une certaine façon d'introduire des designs pédagogiques qui vont aider à stimuler une forme de créativité qui serait beaucoup plus ancrée, beaucoup plus, ce que je dis, immanente en fait, moins transcendante, plus immanente. Et c'est un défi qui est quand même assez important parce que dans les médias numériques, on n'a pas tendance à aller jouer dehors. On est plutôt à l'intérieur devant un écran d'ordinateur. Alors, comment ramener l'extérieur à l'intérieur, pour citer Ingold, notamment avec le théâtre atmosphérique. Alors, c'est un peu la démarche, on peut avancer. Donc, c'est un peu la démarche que j'ai entrepris, en fait. Alors, grâce à un apport technologique, je pense en 2015 que j'ai découvert la photogrammétrie, qui est une façon, en fait, en prenant plusieurs photos, d'extraire des objets de l'environnement, tout en laissant les objets originaux sur place. Donc, en avoir des jumeaux numériques d'une certaine façon. OK, ben, je vais juste comme booker cette section-là. Dans le fond, je n'ai pas tendance à regarder mon PowerPoint. Donc, j'ai fait le même exercice que celui de la famille avec la ville de Montréal. Puis, la diapo juste avant, vous avez vu les petites photos de Montréal avec... la plupart, en fait, la grande majorité des photos sont toujours en vue aérienne. Donc, avec la skyline, la silhouette de la ville, etc. Même chose, on génère avec texte-image. Donc, je trouvais ça assez fascinant quand je parle de transcendance numérique. C'est un petit peu ça, la ville vue à vol d'oiseau. On n'observe pas la ville, en fait, à partir du sol. Donc, ces constatations-là m'ont vraiment amené vers l'idée de la marche, en fait. Donc, de parcourir l'environnement habité dans une esthétique du quotidien, puis essayer d'extraire des objets, des formes ou des manifestations du territoire qui n'avaient pas tendance à être relevées, en fait, quand on fait des recherches à mots-clés.
Donc, on peut avancer. Donc, c'est là que j'ai découvert, en fait, des bancs de neige. Bon, quand j'étais enfant, comme nous tous, on jouait dans les amoncellements de neige et c'était comme une manière de jouer librement sans avoir de directive, de protocole. Et en fait, ces formes qui sont difficiles à définir, en fait, j'ai essayé de les dessiner éventuellement. Comment on dessine un banc de neige? Comment on se représente cette réalité, en fait, qui habite notre environnement? Donc, les premières photogrammétries m'ont permis de découvrir, en fait, des valeurs cachées d'une certaine façon. Chaque banc de neige avait son archéologie et son histoire. Donc, un banc de neige, c'est beaucoup de choses autres que de la neige, en fait. Alors, par exemple, en faisant le tour du banc de neige, je découvre un banc de parc. Et en regardant la photogrammétrie plus en détail, je découvre, par exemple, un pigeon qui est mort juste en périphérie du banc de neige, glacé. Et je me dis, dans le fond, si on développe un imaginaire à partir d'un seul banc de neige, on a déjà des éléments à partir desquels on peut vraiment développer un univers ou un système symbolique. Alors, c'est un peu cette expérience-là qui a émergé. Donc, l'autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est que dans le processus créatif, on fait une certaine performativité qui consiste à s'intéresser à des choses qui ne sont pas nécessairement communes. Et ce que j'ai remarqué, en fait, c'est qu'en prenant des photos de banc de neige, par exemple, souvent, il y a des personnes qui essayaient de voir qu'est-ce que je photographiais. Puis, pour certaines de ces personnes-là, c'était littéralement le vide. Alors, j'ai eu des témoignages par rapport à ça. Parfois, il y a des gens aussi qui se mettaient à photographier sans trop savoir ce qui était là. J'ai trouvé qu'il y avait un élément, justement, performatif là-dedans qui était intéressant dans le fait de rendre visibles des choses un peu invisibles. Donc, on peut avancer. Alors, ici, on peut y aller en rafale avec les images. Donc, c'est des images de banc de neige, juste pour vous montrer un petit peu le régime sensoriel qu'on peut explorer à travers ça. Et ensuite, bon, la question se pose, pour revenir un petit peu à mon sujet principal, c'est-à-dire comment on génère des histoires à partir, finalement, des phénomènes qu'on peut observer. Je fais une comparaison ici avec l'archéologie. Par exemple, on découvre des ossements de dinosaures et on développe tout un imaginaire, en fait. On peut avancer un petit peu dans les diapos. Donc, un imaginaire avec des romans, avec des films, avec des animations qui tournent autour du dinosaure. Donc, c'est comme une histoire qui est ancrée, qui est figée un peu dans le temps, à partir de laquelle on fait des variations, en fait. Donc, il y a une forme de réitération d'un imaginaire qui vient d'une espèce d'histoire canonique. Avec le banc de neige, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est beaucoup plus dans le divers. Donc, on part des éléments trouvés au sol, qui sont contemporains, en fait, qui ne relèvent pas d'une autre époque. Et à partir de ça, on essaie de voir comment ça raconte notre histoire d'une certaine façon. Donc, c'est l'idée, en fait, de la transcendance et de l'immanence que je représente ici par deux schémas, en fait. Donc, on peut avancer. Alors, c'est ça. C'est l'idée, à partir d'un seul item, on peut développer différentes expressions dans la mesure où il n'y a pas un champ lexical qui est déjà formaté par toute une culture. Alors, on sait que la culture repose sur la différenciation essentiellement. Donc, comment on amène une forme de différenciation dans, si on veut, les paysages symboliques qui sont déjà existants. Et à ce moment-là, j'ai trouvé que le fait de justement sortir avec sa caméra, avec son téléphone cellulaire, tout simplement, pour faire des photogrammétries, c'était une manière de rapatrier des objets qui allaient nous permettre, en fait, de nourrir une créativité qui serait ancrée. Donc, je me suis intéressé beaucoup à James G. Gibson, qui a développé une approche écologique de la perception, vraiment ancrée dans une psychologie écologique. Puis en fait, j'ai aimé sa définition de l'interface. Donc pour lui, l'interface, en fait, c'est pour lui l'interface qui nous interpelle en tant que mammifère, c'est la Terre, tout simplement. Donc la ligne d'horizon que Ingold va décrire comme quelque chose d'erroné au sens où il n'existe pas de ligne d'horizon, il existe une zone tampon entre le ciel et la Terre, et c'est dans cette zone que la vie existe.
Donc, c'est un peu le cadre opérationnel, si on veut, de la recherche photogrammétrique. Donc, l'interface tangible sur laquelle on peut se déplacer par la marche, un peu comme on déplace une souris sur un écran pour aller chercher dans l'interface numérique des informations qui vont constituer un imaginaire. Mais ici, c'est les jambes, d'une certaine façon, qui se déplacent sur l'interface ciel-terre, en fait, qui permet la vie et qui permet aussi d'extraire des objets qui vont permettre de développer un niveau précis. Donc, on peut avancer. Donc, d'où l'archéologie des bancs de neige, donc vers une pratique de l'imaginaire numérique qui serait ancrée dans une expérience sensible. Donc, en lisant Gibson aussi, un truc que j'ai trouvé assez intéressant, parce que, comme je le disais tantôt, s'intéresse vraiment au rapport interactionniste entre, si on veut, le sujet qui observe et son environnement. Donc, la perception, selon lui, c'est littéralement la rencontre du sujet et de son environnement. C'est quelque chose qui est immuable, d'une certaine façon. D'un individu à l'autre, d'une espèce à l'autre, on va percevoir des choses qui sont liées à notre organisme, ce que notre organisme permet avec l'échelle de notre corps. Donc, cette lecture-là m'a vraiment permis de réaliser, en fait, que la perception, c'est une question avant tout d'affordance. Le banc de neige, c'est un bel exemple, dans le sens que quand on regarde un banc de neige, ce qu'on va voir avant tout, c'est la possibilité, par exemple, de grimper, de découvrir des facettes qui sont liées au banc de neige. Ce n'est pas nécessairement les qualités du banc de neige qu'on observe. Et c'est là que le laboratoire numérique devient intéressant. C'est-à-dire, une fois qu'on importe des photogrammétries dans un espace numérique qui n'est pas un terrain, on peut découvrir en fait des aspects qui sont plus symboliques, surtout avec un processus d'assemblage qui permet d'associer les éléments entre eux. Alors, c'est un peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et on n'aura pas le temps d'aller plus loin, mais j'ai développé des ateliers, ce que j'appelle des ateliers d'archéologie urbaine avec les étudiants et les étudiantes, où on part en groupe à l'extérieur. Donc, on prend des objets photogrammétriques, des objets, en fait, des choses qu'on découvre, les bancs fontaines, peu importe, sur notre trajet. On les importe dans un même dossier, puis on essaie de développer une espèce de bricolage avec ça. Donc, faire sens, c'est un peu une résolution de problème, faire sens avec des objets qui nous ont interpellés pour leur valeur sensorielle, puis d'en faire quelque chose à partir d'une cognition qui est incarnée. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est là-dessus que je travaille actuellement. Comment la cognition incarnée peut amener un type de créativité qui est différent, et particulièrement dans le contexte du numérique. Voilà. Merci beaucoup. Merci. La quatrième présentation, Danilo. Danilo est une artiste plasticienne, illustratrice et doctorante en études pratiques. Je crois que tu n'es plus doctorante, tu es diplômée maintenant. Pas tout à fait. Je suis bientôt master's dans un mois. Voilà, donc diplômée avec les félicitations, oui, c'est ça, du jury pour son DNSEP et DNAP en France. Elle a également participé pour perfectionner son art graphique à l'FSAA de Paris. Avec plus de 11 ans d'expérience dans le domaine des arts visuels, elle s'est illustrée sur la scène internationale en remportant plus de 35 prix. Ses œuvres, reconnues pour leur originalité, ont été publiées dans des périodiques artistiques, exposées dans de nombreux festivals, galeries et musées à travers le monde, et réalisées en collaboration avec des institutions majeures. Cette création, empreinte d'une approche introspective et onirique, tisse un dialogue entre tradition et modernité, Est et Ouest, explorant des techniques variées. Elle témoigne d'une quête incessante de renouvellement et d'une contribution marquante à l'évolution de la création contemporaine. Sa présentation est intitulée « Contemplant les nuages, une expérimentation artistique multidimensionnelle » d'Alice et Edouard. Merci beaucoup. Merci pour l'introduction et bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui une recherche-création qui s'appelle Contemplant les nuages. Et issue de ma thèse doctorale. Voilà. Issue de ma thèse doctorale s'appelle Transimage, l'expérience de l'éveil à l'aide du voix humain par des pratiques de recherche-création. Alors, c'est une étude qui explore comment, dans le contexte
à l'ère post-humaine, l'usage de nouvelles techniques peut permettre la création d'un corpus expérientiel qui reflète l'éveil bouddhique, compris comme expérience méta-ontologique incarnée. Alors ici, j'utilise le terme méta-ontologie pour parler d'une expérience qui va au-delà de la question sur ce qu'est l'être au sens classique occidental. Il s'agit d'un décentrement radical de toutes les catégories ontologiques, y compris celles d'objets, de sujets, d'existence et de non-existence. Alors l'étude se positionne à l'intersection de la philosophie, de la psychologie, de la technologie et des pratiques artistiques contemporaines en utilisant une méthodologie qui combine auto-ethnographie et la recherche basée sur les arts. Le concept que je développé s'appelle transimage, désigne un espace d'expérience et de créativité post-humaine où les frontières entre l'humain et le non-humain, c'est-à-dire la technologie, l'animal, nature, etc., s'effacent, facilitant ainsi une expérimentation directe et incarnée de l'éveil. Alors l'éveil que j'utilise dans ma recherche n'est pas un objectif lointain ni une abstraction spirituelle. C'est une expérience incarnée, vécue à travers le corps, la perception et la création. L'éveil bouddhique est un état de conscience qui dépasse la dualité entre l'action et la réceptivité. Ce n'est pas un processus linéaire, mais plutôt un état fluide, sans but fixe, non téléologique, non conceptuel, se manifestant dans chaque instant vécu. Alors pour continuer, il faut que je parle un peu comment j'utilise le post-humain, parce que c'est un thème, c'est un champ de débat très varié et très diversifié. Alors ici, dans ce contexte, je me réfère au travail de Rossi Tradoli, qui parle d'une subjectivité nomade transcendant les dualités conventionnelles, prenant une existence interdépendante, interdisciplinaire, interculturelle, intersectionnelle, etc. Et l'être post-humain ici, je me concentre surtout sur la compréhension de la complexité inhérente à la fusion des paradigmes humains et technologiques dans le contexte actuel. Selon Catherine Reyes, cette approche implique une réévaluation de notre conception de l'humanité, s'éloigne de paradigmes traditionnels pour redéfinir ce que signifie l'être humain à l'ère de la technologie, à l'ère de la convergence technologique. Pour enrichir cette approche, je relie l'éveil bouddhique à la notion d'individuation chez Carl Jung. Tout concept, bien sûr, issu de traditions différentes, mais pour moi, ça présente des aspects complémentaires d'un même processus de développement personnel dans sa complétude. Le processus d'individuation vise à devenir pleinement soi-même en intégrant toutes nos parts, y compris notre ombre. Jung pense que l'individuation est très importante pour la créativité, surtout dans la pratique des arts. Elle représente un chemin pour atteindre son véritable soi, ou le soi avec un grand S. Pour Jung, le soi, c'est comme une image de Dieu, mais pour l'atteindre, il faut traverser ses contradictions intérieures. C'est dans cette perspective que j'ai créé le projet Contemplant le nuage, commencé en 2020, pendant le confinement imposé par la pandémie. Ouais. Okay. Dans ce projet, je mobilise le nuage, c'est comme métaphore de la permanence et comme la transformation perpétuelle du monde et aussi comme la vacuité des formes. Insaisissable, fluide et éphémère, le nuage comme métaphore ouvre un champ infini de potentialité. Alors, un jour, toujours pendant la pandémie, j'ai allongé sur mon canapé, j'ai fait un rêve. Voilà, c'est quand même un résumé de rêve qui il y a une chaîne de séquences très structurées, très vivantes, mais je résume un peu. Deux choses importantes de ce rêve m'ont frappé. Un grand ciel blanc, sans éclat brillant, et de grands arbres célestes dont les racines sortent du sommet des têtes gigantesques de Bouddha, certaines noires et d'autres blanches. Ce rêve représente pour moi les oppositions dans le processus de l'individuation, le non-être et l'être, le néant et l'existence, ou le transcendant et le terrestre. Ces tensions font écho au concept du soi, décrit comme à la fois vide et plein, envisageant le psyché de l'individu comme un tout. Alors, à partir de ça, je commençais à documenter chaque jour pendant un an les
formation nuageuse vue depuis mon toit du 25 avril 2021 au 26 avril 2022, encore sous confinement. Contrairement aux Taste Paintings de Hong Kawara, l'esthétique un peu mécanique pour sembler un peu oppressante, mais observations introspectives réalisées entre 18h et 21h ont été consignées à l'aide de divers médiums, c'est-à-dire pastel sec, acrylique, papier journaux, collage, etc. Enfin, des matériaux du quotidien, en capturant à la fois le changement des nuages et mes propres émotions. Ces dessins forment une sorte de danse délicate entre le monde intérieur et le monde extérieur. Alors, je vous fais voir un peu la série de dessins de nuages, suivi une séquence chronologique, mais c'est quand même le début de dessin, parce qu'au début, c'est quand même un peu j'observe le nuage, je dessine un peu classique, mais au fur et à mesure du temps, il y a plein de choses éphémères qui interagissent dans le processus de création. Par exemple, la pluie et le terre, même des choses qui sont imprévisibles, qui interagissent dans la série. Okay. Alors, ce projet a été présenté en deux versions. Le premier a sorti en 2022, issu d'une résidence à Hexagram UQAM, et une seconde à la Maison de la Culture Notre-Dame de Grâce en 2023. Donc, lors de la résidence, premièrement, je ne savais pas comment présenter, et je trouvais des grands cadres en bois semi-transparents laissés au milieu de déchets. Donc, j'ai récupéré et j'ai réutilisé ce matériau pour créer un paravent. Puis, j'ai construit un second paravent écran en forme de politique en plexiglas transparent qui est fait pour projeter des images numériques interactives. Sur cette surface transparente de plexiglas, je voyais souvent mon reflet flou, une image légère qui m'a beaucoup marqué. J'ai percevé une proximité paradoxale et une distance simultanée entre les individus dans l'omniprésence des panneaux de plexiglas dans l'espace public, surtout pendant la pandémie. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi ce matériau pour l'installation interactive. Donc, l'installation numérique interactive fonctionne comme suit. Premièrement, sans le public, le paravent transparent est vide. Puis, quand la caméra de surveillance repère quelqu'un, l'animation basée sur le dessin de nuages émerge, intégrant une superposition des silhouettes du public sous forme d'images permanentes en perpétuelle transformation. Ces formes évoluent en nuages électroniques ou couleurs psychédéliques, fusionnant des captures thermiques et des superpositions visuelles en boucle infinie. Cette configuration invite le public à être présent à la fois physique et métaphysique en observant leurs propres images superposées. Puis, si la personne reste immobile, le nuage se dissipe, révélant une animation 3D générée par un système de particules où un arbre apparaît petit à petit et remplit le paravent de blanc. Je présente 10 secondes de cette animation générée par le système de particules. Et en même temps, sur le grand paravent en bois créé avec les matériaux abandonnés, j'ai enregistré mes impressions subjectives lors de l'interaction avec le public. Ce paysage émotionnel, avec des formes floues des visiteurs et mes sentiments face à eux, prennent la forme de vastes plages de couleurs, tout comme le nuage qui change dans le ciel. L'environnement sonore, conçu par Christophe V, musicien et programmateur, entrelace le chant de moine, et cloche tibétaine et bourdonnement ambiant. Quand l'arbre apparaît, des percussions du gamelan résonnent, immergeant le public dans une atmosphère méditative. Et Christophe a aussi m'aidé de créer un programme adaptif avec Touch Designer. Et ce programme aide à synchroniser le mouvement du public, aussi la projection numérique. Alors,
Le public peut choisir de rester devant l'écran pour activer l'arbre ou pour faire une sorte de méditation électronique ou de circuler librement autour des dessins. Je n'ai pas vraiment créé un fil conducteur clair ou évident pour guider le public. Ce mécanisme de libre choix essentiel et intentionnel montre que chaque instant de vie a de nouvelles possibilités. Donc, je vous montre un peu le dessin, le photo de, surtout dans la maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce. Il y a un mur de nuages qui est accumulé d'un an de mon étude de forme nuageuse. Donc, contemplant le nuage est une invitation à ralentir, à habiter le présent autrement. C'est une expérience qui questionne non seulement la perception, mais aussi l'existence. Et si l'éveil n'était pas un sommet à atteindre, mais une qualité d'attention à chaque instant au cœur de vos humains, voilà, c'est tout. Atmosphère variable. Mission accomplie. Vous nous avez fait voyager au travers de tout ça, de l'atmosphère. Une période de discussion maintenant, de questions, de commentaires aux personnes qui ont présenté. Moi, j'aimerais poser une question. C'est un peu lancer des questions. Vous parlez de posture, de création de posture, c'est quoi? Et ce serait quoi? Le son d'humain qui serait juste. Ok. Bah, c'est du sujet. Et la création, d'ailleurs, post-humain, en quoi la création est post-humaine dans ce mais ça peut aussi. Je pense que, parce que c'est ça, le post-humain, c'est quand même un champ de débat très varié. Puis c'est pour ça que moi, je me préfère vraiment surtout sur la théorie critique de Rosi Bartholdi, qui a suivi Michel Foucault. Après, il y a Donna Haraway, il y a toutes sortes de critiques, c'est-à-dire qui un peu essaient de sortir un peu comment dire ça, le consensus un peu traditionnel de l'humanisme comme progrès scientifique, technologique et tout. C'est un peu l'idée de décentrement, c'est ça. Enfin, et aussi parle un peu toutes sortes de collaborations intersectionnelles, interculturelles, etc. Enfin, c'est ça le technique un peu que j'ai pris. Chez l'humain, c'est pas vraiment parce que au début, on a quand même pris à l'idée quand même assez, comme on considère l'humain, c'est la mesure du monde. Et maintenant, on sort ce genre de vision anthropologique. Mais en fait, moi, ce qui m'a étonnée, c'est de parler de véritable soi qui va à l'encontre en fait, de ces notions d'impermanence qui est citée. Et voilà. Est-ce que justement l'humain a un véritable soi, un centre défini, ou comment on le dépasse? Est-ce que vous avez aussi parlé d'intérieur-extérieur? Est-ce que justement ce n'est pas des notions qu'il faudrait s'affranchir quand on parle d'autocréation posture? Vous voulez dire l'expérience humaine, c'est ça? Non, en fait, quand vous dites le véritable soi, oui. Est-ce qu'il y a un véritable soi à l'heure de l'impermanence biologique dont parlera par exemple? Oui. Quand on utilise encore la terminologie d'extérieur et d'intériorité, est-ce qu'on n'est pas encore en fait, dans un regard anthropocentrique où justement il y aurait un individu séparé d'un milieu? Et voilà, c'est juste les contradictions de termes qu'il faudrait peut-être, je ne sais pas, réfléchir à ce sujet de postulation. Ah, oui, c'est ça. Souvent dans parce que c'est ce que j'ai remarqué dans le théoricien de post-humanisme, souvent il ne faut pas parler de l'expérience intérieure parce qu'il pense que c'est quand même un terme anthropocentrique. Mais je trouve que quand même, si post-humanisme c'est quelque chose qui va au-delà de dualité, pourquoi on voit ce genre de
vraiment ce genre de séparation très stricte entre l'intérieur et l'extérieur. C'est quelque chose qui en joue, qui est toujours en fluide. C'est ça que je combine voilà, un peu Carl Jung et aussi l'éveil au bouddhisme, quelques notions bouddhisme dans la recherche. Merci. Je ne veux pas abandonner complètement subjectivité, je trouve. Parce que je trouve que subjectivité, c'est quand même le centre de création, surtout pour les artistes. On touche des doigts les principales questions. Oui, tout à Je fait. vais préciser que la thématique, c'est pas la création post-humaine, c'est la monstration des œuvres de science au prisme du post-humain. Voilà. Donc si je place ma propre pratique, parce que c'est la seule que je vous parlais en connaissance du prisme, au prisme de ce que j'appellerais le post-humain, s'il existe un post-humain, il ne serait pas technologique. Il serait à l'extérieur du domaine technologique, il serait plutôt dans cette idée que depuis des siècles, voire des millénaires, on place l'humain en opposition à l'environnement naturel. Puis aujourd'hui, on dit qu'on est en train de se réconcilier parce qu'on parle d'écologie et d'environnement. Mais même ce terme-là nous place à l'extérieur. Quand on parle de notre environnement, on s'en extrait. Si je jette un regard sur le monde qui soit contemplatif, analytique, spirituel, le simple fait de jeter un regard sur le monde me distancie du monde. Donc c'est l'idée vraiment de nous placer nous-mêmes à l'intérieur du monde, pour devenir des composantes intégrales. Ça serait post-humain dans le sens effectivement de l'humain qui aurait été défini par Michel Foucault par exemple. C'est plutôt un nouveau statut de l'humain. Donc si je place mon travail au prisme du post-humain, c'est comme ça que je le vois. C'est cette idée de ne même pas être dans un dialogue avec la nature, c'est dans une connivence. Il ne faut pas aussi confondre post-humain et post-humanisme. Oui, c'est ça la différence. Non pas sûr, mais avec. C'est toute l'idée de l'avec. Bien, d'autres questions, interventions? Moi, j'ai une question pour Patrick. J'ai adoré le projet de déformage. J'aime ça, porter attention à ces espèces de moments, d'objets, de choses oubliées de la vie. Bref, ça permet de réentrer en connexion avec ce qui est super bien. Mais je me demandais, parce que je m'intéresse aussi à la photogrammétrie en fait pour aller explorer les lieux. Puis pour toi, qu'est-ce que ça amène de plus que la photographie, la vidéo ou la prise de son? C'est drôle parce qu'on était à un atelier de sommation, là, somatique. Puis c'est un petit peu, en fait, ça donne peut-être une partie de la réponse. C'est-à-dire, à partir du moment où tu médites sur une entité non humaine, d'ailleurs, on parle du post-humain, mais j'aime bien la définition d'Ingold qui mentionne que l'humain, en fait, en anglais, on dit human being, mais selon lui, on devrait dire human becoming. Puis, c'est dans le même esprit du faire avec de Haraway, c'est comme on devient avec. Je pense que le banc de neige, d'une certaine façon, me permet de devenir avec des entités qui sont, parce que c'est un agglomérat en fait de substances, le banc de neige. Puis j'utilise le banc de neige, mais n'importe quel objet. Ma présentation se poursuivait avec des pierres notamment. J'aime beaucoup les pierres parce qu'on découvre que la surface de la pierre, en fait, c'est souvent plein de choses autres que la pierre. Il y a beaucoup de mousse, il y a beaucoup de bactéries, il y a plein de choses. J'ai travaillé un petit peu avec le Speculative Lab aussi à Concordia pour essayer d'extraire justement avec des cultures de bactéries qu'est-ce qui existe, en fond, sur la surface des choses qu'on peut trouver à l'extérieur comme un banc de neige. Donc, j'ai tellement parcouru je pense que c'était quoi déjà? Elle a aimé ça. Oui, elle a aimé ça. Donc oui, la photogrammétrie, ça me permet de méditer sur l'objet. Donc de me poser, parce que je ne sais pas si vous connaissez un peu le processus, mais l'idée c'est de se déplacer autour d'un objet, puis d'essayer de le couvrir par le plus d'angles possible. Puis pour que ça fonctionne bien, ça prend justement des conditions atmosphériques idéales, qui serait un ciel nuageux. Donc, à partir du moment où c'est l'atmosphère qui amène la lumière dans toutes les directions, en fait, on produit un modèle 3D qui est ni plus ni moins non parasité par les spéculaires lumineux ou des ombres. Puis ensuite, on a un accès à sa surface de façon, si on veut, idéale. Encore une fois, j'aime pas utiliser le mot idéal parce que ça vient un peu dans une espèce de dualité qui n'est pas nécessaire parce qu'on peut le rééclairer après le modèle en 3D et tout ça.
il y a ça, puis il y a aussi de découvrir, comme je l'ai mentionné, bon, des entités comme un pigeon, des choses comme ça. Puis un phénomène qui est assez remarquable avec la photogrammétrie à échelle humaine, c'est qu'ensuite, quand on utilise une caméra 3D dans l'échelle, on peut regarder l'objet en perspective, en vol d'oiseau, en fait. Parce qu'on couvre, c'est comme en 3/4 la hauteur de l'objet. On ne l'a jamais vu de haut en bas, si on veut, mais on peut le percevoir une fois qu'on a une caméra 3D. Puis ça, c'est un truc que j'ai découvert, c'est comme une augmentation de la perception, même si tout a été couvert, si on veut, à l'échelle humaine, corporelle. En tout cas, c'est un truc qui me fascine, il y a beaucoup de choses qui me fascinent. Ils font pas. Ils font pas non plus, c'est ça. Là, on stoppe le temps. Là. Il y a un arrêt du temps à ce moment-là qui est assez phénoménologiquement spécial. Ouais. Est-ce que tu as étudié un peu le phénomène de ronde bosse? Parce que je remarque souvent dans les rapports art et sciences, toute la tradition artistique est souvent évacuée. Ouais. Et souvent, on prend des vieux problèmes. Louis parlait des problèmes renouvelés des innovations, mais les problèmes renouvelés de la ronde bosse ou le problème de l'impressionnisme en travers. On parle de post-humanisme, mais il y avait de l'impressionnisme, et là, vraiment, par-dessus la tête. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a tendance, des fois, dans ces rapports-là, à évacuer des concepts qui sont purement artistiques au profit de concepts qui sont surtout philosophiques, et qui sont appliqués de manière très générale? Donc, c'est quoi les pressions de recherche-création qui font qu'on choisit des vocabulaires dans un champ plutôt que dans l'autre? Est-ce que est-ce qu'on ne veut pas justement avoir l'air trop vieillot en prenant des trucs plus traditionnels? Je ne sais pas, à un moment donné, on choisit des concepts qui viennent de domaines qui ne sont pas artistiques ni scientifiques, qui sont souvent idéologiques, ou on oublie un ou l'autre. En tout cas, c'est intéressant de savoir dans quel champ lexical on pige quand on veut définir son travail. Oui, c'est une je sais pas si tu as étudié un peu la ronde bosse, tout ça, parce que c'est ça, dans la photogrammétrie, c'est quelque chose de complètement. La façon dont tu l'utilises autour, tu ne le fais pas de manière immersive, tu le fais plutôt de façon. à parcourir autour, donc c'est. Oui, ben en fait, dans ta question, ce qui me vient en tête, c'est un moment donné, j'ai lu un petit peu. Le MIT a développé un cycle de la créativité qui est inspiré des 4 grands champs de connaissances, ingénierie, sciences, art, puis design. Puis en fait, on démontrait comment les champs disciplinaires nourrissent les autres champs disciplinaires de façon cyclique. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans, dans cette espèce de recherche d'un vocabulaire qui permettrait de parler de sa discipline d'un autre point de vue, du point de vue de l'anthropologue ou du point de vue philosophique, par exemple. Je pense que les concepts philosophiques sont facilement migrables dans le champ artistique. C'est sûr que je pense que c'est un petit peu grâce à M. Paquet aussi, à travers la recherche-création, qu'on est incité à y aller d'une manière itérative, produire quelque chose, y réfléchir. Puis comment on y réfléchit, si on veut découvrir une perspective qui permet de faire avancer l'œuvre, on est obligé de sortir de ces conditionnements. Puis la meilleure façon de sortir de ces conditionnements, je pense que c'est d'aller vers des champs disciplinaires qui sont afférents à ce qu'on fait. Donc ça permet une perspective. Moi, ça a été Gibson qui m'a le plus inspiré là, dans mon travail pour comprendre l'intérêt de quelque chose qui peut sembler banal. Dans le fond, extraire un objet de l'environnement, c'est extrêmement banal quand on y pense. Tu sais, le collage existe depuis longtemps et tout. Mais il y a quelque chose dans sa façon de décrire l'interface, de décrire la lumière aussi, qui est un véhicule de l'information des objets. Il y a plein de paradigmes, en fait. C'est un paradigme en soi, la perspective écologique sur la perception. Donc, ce paradigme-là, si on est capable de l'habiter un petit peu dans nos œuvres, ça nous permet peut-être d'être créatifs d'une certaine façon aussi. Merci. Gabrielle? Oui, on va terminer, je pense, notre période. Mais j'avais une question pour Valentine. D'abord, merci pour la magnifique présentation. Moi, dans ta présentation, j'ai bien senti le désir de transformer donc, la science par le projet artistique aussi, puis de décloisonner. C'est ce qui est l'astronomie, oui. Puis je me demandais, étant donné le rôle quand même prépondérant de la communauté des astronomes amateurs, amatrices dans
dans le domaine même de l'astronomie, est-ce qu'il y a du travail qui est fait directement avec eux, avec elles, au-delà, mettons, de suivre le parcours d'Oriane? J'ai pas encore exploré cette piste-là, mais je sais qu'au Canada, ils font souvent la SAPEM, qui est la Société des astronomes amateurs, qui font des rassemblements justement où ils parlent justement de former les gens pour partir chercher des météorites, parce que aussi il faut savoir les détecter et c'est toute une expérience à acquérir. Donc je me dis que ça pourrait être aussi peut-être c'est une belle piste que tu ouvres d'aller aussi voir vers ce public qui est un public plus large que juste les chercheurs et chercheuses qui sont spécialisés vraiment dans ce domaine. C'est parce que c'est des gens qui sont très actifs, mais qui sont en dehors de l'institution. Donc, il y a quelque chose là d'intéressant peut-être. Mais j'en avais rencontré certains justement lors du festival d'astronomie de l'Astrofest qui mélange des professionnels et les gens plus amateurs, amatrices, ceux qui font de la photographie de l'espace aussi. Il y a énormément de photos qui sont prises et qui sont utilisées finalement après par les scientifiques aussi pour justement faire avancer les connaissances. Donc oui, ça pourrait être une bonne idée de travailler aussi avec les astronomes amateurs. Et tout est petit, en fait, par un public plus large, en fait. Merci. Peut-être, oui. Une dernière question pour Nicolas. Vous avez présenté l'objet. L'objet était destiné à flotter à l'intérieur d'une grotte, mais vers la fin de la présentation, quand j'ai vu la dernière itération, tout de suite, j'ai pensé à d'autres usages du stadile, d'autres formes architecturales, une espèce d'architecture éphémère, diaphane. Est-ce que vous avez pensé à d'autres usages de l'objet en réseau ou dans une galerie ou dans un espace extérieur? Mais pas d'autres usages, parce qu'a priori, c'est un travail de création artistique. Ouais. Mais il est arrivé, quand on a proposé de présenter les Tryphons dans la caverne de l'Averna, les grands cubes volants, c'était destiné à être une présentation artistique, mais les spéléologues qui ont vu immédiatement de l'intérêt nous ont demandé si on pouvait y associer des caméras à vaste luminosité. Puis on a dit, bah oui, sans problème, parce que nous, ça nous fait plaisir. Puis c'était aussi une espèce de voyage de découverte vers des zones inconnues, un peu à la Jules Verne, quelque part, qui rajoutait à la poétique de l'objet. Mais il se trouve que la présence de ce cube volant à l'intérieur de la caverne a entraîné plusieurs réactions médiatiques dans les journaux, puis ça a entraîné un surplus de visiteurs qui annonçaient, voici la spéléologie du futur, absolument pas notre intention. Donc l'objet de lui-même peut... Il peut se déployer. On a un projet sur lequel on travaille depuis quelques années, d'un robot autonome modulaire qui peut lui-même, sans exploration préalable, sans éclaireur préalable, rentrer dans une caverne, faire une première cartographie à très très basse vitesse, et ensuite revenir, puis retourner, explorer un petit peu plus avant, avec restitution en environnement immersif. Les gens voyagent directement dans des environnements que tout le monde découvre pour la première fois. Oui, c'est un projet très ambitieux, petit à petit. Merci. Juste avant de vous renvoyer à la pause, je voulais faire une toute petite remarque. Moi, j'ai été élevé à Saint-Léonard, et puis quand j'étais ce qu'on appelle un TQ, j'allais, ça s'appelait le trou de fée. Et puis, on fantasmait sur le trou de fée. Et puis, vous nous avez permis de poursuivre le fantasme, même à 69 ans. Je continue à fantasmer sur le trou de fée. Donc, merci beaucoup. J'ai juste ajouté que les spéléologues qui ont découvert les nouvelles galeries présument qu'il y en a d'autres qui vont plus loin. Donc, ils sont en train de chercher. Voilà. Écoute, de l'avoir vu de l'extérieur, et puis maintenant, ça m'a touché. Bien, écoutez, on va applaudir une dernière fois les présentateurs.